Salut, c'est Alain. Quand nous avons parlé des jeux de plateau cet été, je vous avais promis de parler du jeu d'échecs, roi des jeux et jeu des rois. Ok. Alors, savez-vous quelle en est l'origine? D'où il vient? Et comment il est arrivé jusqu'à nous? Et surtout, connaissez-vous le sens des différentes pièces et pourquoi elles figurent auprès du roi? L'invention du jeu d'échecs, selon les auteurs médiévaux, a été attribuée à Ulysse ou à un certain Palamède, autre héros de l'Iliade, qui aurait inventé différents jeux pour occuper les Grecs lors du siège très long de la ville de Troie. Dans le Tristan en prose, roman arthurien du XIIIe siècle, Palamède devient un chevalier sarrasin, fils d'un roi de Babylone, et ses armes portent un échiqueté d'argent et de sable. Un échiquier blanc et noir donc, pour rappeler qu'il a introduit ce jeu en Europe. On dit aussi que lorsqu'en 327 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand envahit le territoire qui correspondrait de nos jours à l'Inde, il se trouva opposé à l'armée du roi Poros, constituée de 50 000 fantassins, 1000 chars, 130 éléphants de guerre et 3000 cavaliers, et que le jeu d'échecs commémore cette bataille. Dans les faits, l'origine du jeu est difficile à démontrer, mais on s'accorde habituellement à situer la naissance du jeu d'échecs en Inde vers le 5e ou le 6e siècle. Il s'appelle alors Chaturanga, mot sanskrit désignant les 4 composantes de l'armée indienne, les éléphants de combat, la cavalerie, les chars et les fantassins. Cela paraît loin du jeu tel qu'on le joue aujourd'hui, et pourtant, vous verrez. D'Inde, le jeu semble atteindre rapidement la Perse, dès le VIe siècle, et de là, le monde arabe et musulman. À cette époque, en effet, l'islam se propage jusqu'aux frontières de la Chine et s'approprie ce jeu tout en lui faisant connaître pas mal d'évolutions. Il y a par exemple un courant qui s'oppose à la présence de pièces figuratives, imposant donc des pièces abstraites, et cela aura de grandes conséquences sur les pièces telles que nous les connaissons. Nous y reviendrons dans un moment. Au IXe et Xe siècle, l'islam connaît un âge d'or, notamment dans les sciences, les arts et les lettres. C'est la grande époque du développement des mathématiques, de la médecine et de l'astronomie. La culture islamique s'approprie l'héritage des mondes méditerranéens antiques, grecs et romains notamment, mais aussi perses et indiens. Et grâce à l'unité de la langue arabe, du commerce et de la religion, elle s'épanouit et se diffuse sur un espace extrêmement vaste. Les échecs, qu'on appelle alors chatrang, pardon pour l'accent, font partie de ce mouvement et commencent à faire partie de l'éducation des élites, de Bagdad à l'Andalousie. On compose alors les premiers traités d'échecs, qui sont intéressants car ils nous montrent qu'à l'époque, la stratégie consistait d'abord à se placer, à envoyer les pions, les fantassins donc, au carnage, avant de réellement engager les pièces nobles, de manière un peu réfléchie. En fait, on a là un bon simulacre de ce que devaient être les batailles dans la vraie vie, vues par les grands de ce monde. Choisir une bonne position, envoyer la piétaille se faire massacrer, avant de se défier entre gens du monde. Bref, les échecs arrivent alors en Europe, vers le début du XIe siècle. D'une part par l'Est et l'Empire germanique, au contact avec le monde musulman via l'Empire byzantin ou la Sicile, et d'autre part par le Sud et la Catalogne chrétienne, au contact évidemment avec le reste de l'Espagne, alors sous domination musulmane. De là, le jeu se propage progressivement, en Angleterre après la conquête normande de 1066, et dans le monde slave et russe, mais seulement après le XIIIe siècle. Bien évidemment, les croisades joueront à partir du XIIe siècle un rôle très important dans la diffusion du jeu. On considère habituellement les échecs comme un jeu réservé aux élites,
Et c'est vrai qu'il a servi dès le début de support à une éducation tactique et militaire auprès des princes de toutes les civilisations qu'il a croisées. Comme en témoigne par exemple un ouvrage du IXe siècle, le Manuel pour mon fils, écrit par Duoda, une aristocrate carolingienne. Oui, une femme. De plus, cette idée est renforcée par le fait qu'on a trouvé beaucoup de jeux précieux, parfois même sertis de pierres précieuses. Pourtant, on a trouvé aussi des traces de jeux très ordinaires, comme cet échiquier gravé dans la pierre d'un poste de garde au château de Falaise. Alors, qui jouait aux échecs? En fait, les jeux prestigieux n'étaient pas forcément destinés à des joueurs, mais parfois utilisés comme simples œuvres d'art, séduisant les Occidentaux par leur côté exotique, autant que par leurs matériaux précieux et leur raffinement. Il y a donc bien deux niveaux d'intérêt pour ce jeu, qui ne sont pas forcément liés au statut social ou à la richesse. D'une part, les amateurs d'objets d'art, et d'autre part, les joueurs proprement dits. Ces deux catégories se croisent et se mélangent. Au début, les règles du jeu et même le mouvement des pièces ne sont absolument pas figés. On a pu y jouer à 4, opposant donc 4 armées sur le même plateau de jeu, et on trouvera même des règles de jeu d'échecs utilisant des dés. En 1058, se faisant sermonner pour avoir joué aux échecs, un évêque de Florence se défend en disant n'avoir pas utilisé de dés. C'est le hasard, surtout, qui est considéré comme diabolique par l'Église. Et il faudra attendre la toute fin du XVe siècle pour qu'on adopte le déplacement de la reine et du fou tel qu'on les connaît aujourd'hui. Ce qui permettra une partie plus dynamique, plus rapide, et donc dont les premiers déplacements deviennent primordiaux, contrairement à ce qu'ils étaient dans les premiers temps, on l'a vu. Donc les échecs, c'est un jeu de stratégie qui symbolise l'affrontement de deux armées sur le champ de bataille, et dont les différentes pièces représentent les bataillons en quelque sorte, fantassins, cavaliers et même le roi qu'il faut prendre ou défendre. Mais pouvez-vous me dire ce que font sur le champ de bataille la reine, le fou et même la tour, dont on ne comprend pas très bien comment elle fait pour se déplacer? En plus, le fou, dès qu'il passe la Manche, devient un évêque, bishop. Sans faire de mauvais esprit, quel est donc le rapport entre les deux? On a bien vu qu'au commencement, les armées indiennes, sur l'échiquier, étaient composées de chars et d'éléphants de combat, en plus des cavaliers et des fantassins. Récapitulons. On a bien les cavaliers et les fantassins qui sont devenus les pions. On a bien le roi, qui a été introduit un peu plus tard avec un général en chef ou un grand connétable. Mais justement, celui-ci a disparu, ainsi que les chars et les éléphants. Et en revanche, on a récupéré une reine, un fou ou un évêque et une tour qui bouge. Drôle de champ de bataille, non? En fait, le général est devenu conseiller du roi, le Farzin, qui deviendra le Firzan. Oui, je sais, l'accent, c'est vraiment pas ça. Enfin, le vizir, sorte de premier ministre. De là, le mot est latinisé et évolue en Ferza ou Fiers en ancien français. Peut-être parce que c'est une pièce au début peu puissante, peut-être à cause de la position qu'elle occupe auprès du roi, peut-être aussi parce que dans la sphère francophone, on a vu une proximité phonétique entre Fiers et Vierge. Bref, la pièce est devenue une reine, ce qui cause parfois des soucis aux moralistes chrétiens de l'époque. Ben oui, comment un pion, soldat de base, peut-il devenir femme et reine en arrivant au bout du plateau? Le char, lui, à 2 ou 4 chevaux dans les armées orientales, a mis longtemps à évoluer. Mais c'est son nom arabe, Ruk, qui a causé sa perte. Il sera latinisé en roca, ce qui signifie en fait une motte castrale, et de là, une tour. Cela vient peut-être aussi de ce qu'on représentait schématiquement la pièce avec une grande entaille en V qui a pu être prise pour le crénelage d'une fortification. Et oui,
Je vous avais bien dit que rendre les pièces non figuratives nous jouerait des tours. Enfin, des tours, sans jeu de mots. Enfin, vous voyez quoi. Bon, d'autant plus que c'est sans doute également cette schématisation des pièces qui a fait disparaître l'éléphant de guerre. D'abord, en raison d'une traduction arabe approximative. L'éléphant est devenu lépreux. Si, voire un africain ou même un dauphin. Cela a même donné le mot « aufin », parfois assimilé à un juge ou à un vieillard quelconque. Mais bon, ces personnages ne sont pas restés à la postérité. En fait, dans leur version non figurative, on symbolise alors ces pièces avec deux excroissances, deux cornes qui représentent les défenses de l'éléphant. Et ce sont ces deux espèces de protubérances qui vont être réinterprétées, d'une part comme les pointes de la mitre d'un évêque, et d'autre part comme celle du bonnet d'un bouffon de cour, d'où le nom de bishop en anglais et de fou en français. Et les pièces ne sont pas les seules à avoir évolué. Au début, comme dans la tour de Falaise, l'échiquier est monochrome. Toutes les cases sont identiques et les pièces, on ne sait pas trop. Mais on trouve, aussi bien en Inde que dans le monde arabo-persan, des jeux opposant un camp pourpre à un camp turquoise, ou de l'ivoire et de l'ébène, noir et blanc donc. Ce qui est sûr, c'est que les traités de jeux d'échecs, à l'image du livre des jeux d'Alphonse X le Sage, présentent rapidement des échiquiers alternant des cases de deux couleurs et des camps, généralement blanc contre noir. Si on a pu trouver, on l'a dit, des signes d'une utilisation populaire du jeu d'échecs, faut pas exagérer, cela reste essentiellement un divertissement pour les élites, comme la chasse. C'est un substitut à la guerre, qui permet éventuellement de s'y préparer, mais aussi de montrer sa valeur en défiant ses adversaires, comme au tournoi. Mais progressivement, avec la présence de la reine et du fou, il ressemble plus à une cour, d'autant que le rôle de la reine devient de plus en plus important et qu'elle devient la pièce la plus puissante du jeu. Le combat quitte alors le champ de bataille et devient parfois combat amoureux, élément décisif de l'amour courtois. Mais si aujourd'hui on a tendance à associer les échecs à une activité de réflexion intense, calme et studieuse, n'oublions pas qu'au Moyen-Âge, que ce soit pour l'honneur ou pour une dame, il reste un défi et peut dégénérer rapidement. Quand à partir du XIIe siècle, la bourgeoisie, qui cherche en tout à imiter l'aristocratie pour s'élever socialement, va s'approprier le jeu, les échecs investissent les tavernes, les quartiers d'étudiants, et les dérives sont parfois sanglantes. A contrario, autant nous parlions à propos des dés et des jeux de plateau de la profonde méfiance de l'Église vis-à-vis de la notion même de jeu, autant vers la fin du XIIIe siècle, les échecs vont être de plus en plus utilisés pour imager les sermons de prédicateurs chrétiens. On verra même apparaître des livres appelés « échecs moralisés » qui comparent de manière allégorique la société humaine à un jeu d'échecs et qui auront beaucoup de succès. Et le nom même du jeu, ah oui, les échecs au Moyen-Âge, qui deviendront les échecs. Eh bien, le mot dérive du roi, le chat en perse. C'est donc littéralement le jeu du roi. Et quand le roi est pris, capturé, on dit en perse « shamat », ce qui signifie « le chat est mort ». Chez nous, ça a donné échec et mat.